Une douleur horrible dans sa cheville le réveilla. Et il hurla en se tordant de souffrance dans son lit, les mains serrées autour de la zone qui le torturait. Quand il eut un peu moins mal, il ôta ses doigts et s'aperçut avec terreur qu'il saignait, et qu'un petit trou s'était formé dans la peau rouge et boursouflée. Il se leva en boitant et se traîna tant bien que mal vers la salle de bain, dans laquelle il attrapa plusieurs cachets d'antidouleurs. Le couloir sombre l'inquiéta. Il lui semblait distinguer une ombre tout au bout vers la cuisine. Il alluma d'une main tremblante, mais ne vit rien, et mit sa nervosité sur le compte de la souffrance et du cauchemar. En entrant dans sa chambre, il lui fallut un peu de temps avant de comprendre ce qui se tenait devant lui. Bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau format. On va aujourd'hui interviewer quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, c'est Juliette Dargan qui est ici même. Bonjour. Donc, Juliette Dargan, pour vous en dire un peu plus, est une écrivain, mais pas que. Elle réalise aussi un podcast qui s'appelle Rencontres surnaturelles. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi aujourd'hui on se retrouve. On va parler de surnaturel, un sujet qui nous rapproche en quelque sorte, puisqu'on aime bien l'aborder. Tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit, Juliette nous propose aujourd'hui un podcast, donc Rencontres surnaturelles, qui va vous permettre de voyager. Vous allez pouvoir voyager tout autour du monde et aussi en apprendre un peu plus sur elle, découvrir sa vie, notamment. On sait qu'il y a 2 épisodes principaux qui sont concentrés sur des moments clés de sa vie, liés bien évidemment au surnaturel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ça ? Écoute, déjà merci. Je suis ravie de pouvoir en parler. Après, l'intérêt de ce podcast pour moi, c'est vraiment la première fois que j'ai cet espace de liberté dans lequel je peux autant faire moi aussi des interviews pour me permettre de faire découvrir en fait des personnes au profil un peu extraordinaire ou différent, toujours sur la thématique du surnaturel, mes histoires aussi. Que j'écris et surtout que je mets en composition sonore et musicale. Parce qu'une de mes grosses facettes aussi, c'est, à part le côté écrivain, c'est la musique qui m'a toujours suivie depuis très longtemps. Et c'est la première fois en fait que j'ai un espace d'expression libre qui me permet de marier les deux vraiment de façon intéressante. Voilà. D'accord, ok. Donc toi aujourd'hui, en fait, ça te permet de libérer toutes tes passions au travers d'un même format. Exactement, ouais. Ok. Tu nous expliques que Juliette Dargan, c'est un nom d'emprunt. Et oui. Pourquoi ce choix ? En fait, pour les auteurs, c'est pas si étonnant d'avoir un nom de plume. Hein. Ça se fait depuis des centaines et voire des milliers d'années pour les origines. Surtout chez les femmes. Ça a été très longtemps mal vu en fait pour une femme d'écrire et d'utiliser son vrai nom. Moi, ça a été un choix assez clair, toujours dans ce sens de liberté. Puisque à côté de ma carrière artistique d'écrivain et de musicienne, j'ai aussi un travail tout à fait normal et sérieux. Et effectivement, le marier avec le surnaturel, c'était pas évident, sachant que j'ai un poste assez exposé dans une start-up parisienne. Voilà, les deux étaient un peu à l'opposé l'un de l'autre. D'accord. Donc d'ailleurs, d'où le fait que aujourd'hui, on ne voit pas forcément ton visage. Exactement. Pour justement... J'ai pensé au casque de Daft Punk, mais c'était moins féminin, donc... C'est sûr. Non, et puis au moins, ça te permet de conserver ton anonymat. Exactement, ouais. Et de pouvoir dire vraiment tout ce que je ressens en toute liberté, sans avoir le poids aussi du regard de gens qui me connaissent peut-être dans la sphère professionnelle et même dans la sphère privée. Je parle en fait de ce que je ressens, mais pas forcément à tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Et le fait d'avoir un nom d'emprunt, ça a été compliqué au départ parce que je repartais de zéro quelque part, mais en même temps, ça a été une vraie liberté aussi. D'accord, ok. Et comment t'es venu ce nom ? Pourquoi Juliette ? Pourquoi Dargan ? Alors, c'est vrai que moi, c'est un truc que j'adore faire dans mes romans et mes histoires, c'est trouver les noms des personnages. C'est vraiment un truc que j'adore. En fait, je me suis pas vraiment cassé la tête, je dois dire, mea culpa. En fait, Juliette, c'est mon 3e prénom. Et quand j'étais petite, on m'appelait souvent par ce prénom-là, donc c'était pas très loin et c'est un prénom auquel je suis habituée. Et Dargan, c'est un anagramme de mon nom de jeune fille. Donc voilà, tout simplement. Ça te permet quand même de conserver ton identité sans le montrer. Tout à fait. Okay. Et ça sonnait bien, donc accessoirement. Je te propose qu'on commence par aborder les premiers phénomènes auxquels tu as pu faire face dans ta vie, et notamment ta vie d'adolescente, de jeune enfant.
Dans ton podcast, tu parles que ta mère, durant sa jeunesse, a pu percevoir certains phénomènes. Dans la maison de ton grand-père, par exemple. Donc, on va se concentrer sur le premier épisode de ton... Enfin, pas le premier... Genèse, le 2. Ouais. Voilà, mais le premier dans lequel vraiment tu livres des éléments. On sait que tu nous parles de la maison de ton grand-père, justement. Et d'ailleurs, dans cette maison, tu as pu justement commencer à percevoir des choses. Ouais. Alors toi-même, tu as pu aussi faire des expériences dans cette maison. Et est-ce que tu peux nous dire si c'était les premiers que tu as pu percevoir dans ta vie? Alors, je pense que c'est peut-être un terrain familial. On a toujours une certaine sensibilité à des choses invisibles. On ne peut pas dire qu'on est des médiums plus que ça dans notre famille. On est juste ouvert. Le surnaturel a toujours été là. C'était pas quelque chose dont on parlait pas. C'était pas un tabou. Je pense que ma mère, par exemple, percevait vraiment des choses, mais elle en avait peur, donc elle l'a jamais exploré plus que ça. Mais on en parlait librement. On se racontait des histoires qui faisaient peur. Voilà, ça faisait partie de mon enfance. Après, je sais que j'ai eu des flashs de voyance quand j'étais petite. J'avais parlé d'un accident qui s'était produit la veille. J'avais une amie imaginaire, en fait, où j'avais donné des détails, mais c'était une petite fille qui avait disparu. Mais voilà, j'ai eu plein de petits trucs, mais sans jamais mettre le doigt ou l'associer à du surnaturel, en fait. Ça faisait partie de ma vie et je me posais pas plus de questions que ça. Pour toi, c'était un peu inné, naturel. Oui, voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, tu as encore cette capacité à quelque sorte percevoir des choses, quand tu parlais de ton don de voyance, par exemple, tes flashs de voyance, aujourd'hui, tu l'as encore, ça? Je le qualifierais pas de voyance, mais plutôt d'instinct pur. D'accord. Je suis une personne qui est très intuitive, très tournée sur l'écoute et le ressenti, en fait, soit des personnes en face de moi, soit des situations. J'en ai eu dans ma vie sur des situations de danger ou d'urgence. Je pense notamment, quand j'avais 17 ans, je suis partie en Irlande et il y a un homme, en fait, qui m'a suivie pendant assez longtemps et en fait, j'avais vraiment le côté, je ne sais pas si tu vois dans le film, je crois que c'est Psychose, où il y a Kevin Bacon qui est au restaurant avec sa femme. Et il y a une sorte de lumière rouge, en fait, genre danger, danger, tu vois. J'avais vraiment ça en tête. Ça m'est arrivé avec un petit ami un peu violent aussi à une période, où tu sens que si tu ne fais pas confiance à cet instinct-là, il va se passer quelque chose, quoi. Un peu un sentiment d'anticipation. Oui, voilà, tout à fait. Et puis pareil, un de mes proches, en fait, qui était tombé, qui était en crise d'épilepsie, j'étais à l'autre bout de la maison et c'était pareil. Il fallait que j'aille le voir. Je savais qu'il fallait que j'y aille, quoi. D'un côté, ça peut aider. Ça peut aider. C'est bien pratique. Disons que c'est pas au quotidien, quoi. C'est vraiment dans des situations extrêmes. Ok, très bien. Bon, ça donne plus de détails sur ça. Et du coup, comment tu as vécu un peu cette prise de conscience? Alors, tu nous expliquais que pour toi, c'était naturel, mais quand vraiment tu as su que là, tu avais quelque chose en plus par rapport à d'autres personnes. Alors, on explique, on dit en plus, mais c'est pas forcément plus, parce que peut-être que tout le monde peut le percevoir, mais ne le voit pas ou ne le veut pas. Ouais. Comment, en fait, tu as vécu cette prise de conscience que là, en fait, oui, tu pouvais développer quelque chose, en fait, prendre pleine conscience de ce qui pouvait peut-être se passer dans ce qu'on ne voit pas? Je pense assez tôt. Ne serait-ce que par comparaison avec les autres enfants. Je voyais bien que je n'avais pas les mêmes ressentis, j'avais peut-être des réflexions un peu plus profondes aussi sur le monde, des ressentis plus profonds. Maintenant, c'est vrai que quand on est enfant, il y a aussi le poids de la société, on essaye de se conformer, donc j'ai pas creusé, j'en ai pas parlé du tout. Mais oui, c'était plutôt milieu, fin d'adolescence, je pense. D'accord. Okay. Avant, c'était naturel et dans ma famille, on n'en parlait pas de toute façon. On le ressentait, on le vivait, mais on n'en parlait pas. Oui, donc ça vient un peu en fait avec la transition vers l'âge adulte, où c'est que là... Oui. Okay. Et du coup, pour en revenir à la maison de ton grand-père, est-ce que... Parce que il y a un moment dans ton podcast qui m'a un peu fait... où je me suis arrêtée et qui m'a un peu marqué, quand tu nous parles que tu tapes dans un mur et qu'il y a un clou dans la pièce d'à côté qui a traversé la pièce. Est-ce que tu penses que toutes les entités du coup de cette maison étaient peut-être bonnes ou est-ce que c'était simplement un avertissement? Moi, je l'ai pris comme un avertissement, dans le sens ne joue pas avec ce que tu connais pas, tu vas peut-être ouvrir des portes, est-ce que tu es capable de les gérer? Je l'ai pris comme ça. J'ai jamais ressenti, j'ai eu la chance en tout cas, parce que j'ai d'autres gens dans mon entourage
maintenant que je m'ouvre un peu plus à ça de façon réfléchie, qui ont vécu des expériences beaucoup plus difficiles dans leur introduction au monde un peu plus invisible. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai eu la chance, dans toutes les maisons qui ont été assez habitées, assez présentes, dans lesquelles on a vécu, il n'y a jamais eu, enfin en tout cas, on n'a jamais ressenti d'attaque ou de choses dangereuses. Après, je pense qu'on a toujours été dans le respect aussi de ce qui pouvait se trouver là. Ça faisait partie de la maison. On ne l'a jamais nié non plus. On a toujours fait comme si c'était un élément de la maison à part entière en fait. Donc peut-être que ça peut faciliter aussi. Mais effectivement, cet épisode-là, par contre, m'a marquée aussi parce que on avait l'insouciance de l'enfance, tu vois, où tu joues, tu te dis bon, après, c'est pas grave, il n'y a pas d'importance à ce qu'on fait. Et mon frère et mon cousin étaient derrière le mur. Et effectivement, quand j'ai tapé, ils ont vu le clou traverser la pièce vraiment de façon brutale, s'arrêter. Et il y avait la trace du plâtre. Enfin, on voyait bien que ça s'était passé à ce moment-là. Quelqu'un aurait peut-être pu être sur la trajectoire. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'était un peu une sorte de cohabitation harmonieuse par le respect, tout simplement. Oui. Ça, c'est vraiment une de mes valeurs, en fait, dans ce que je fais, dans les gens que je rencontre, dans les histoires aussi que j'écris. Il y a toujours cette notion de rencontre, mais dans la rencontre, il y a l'humain, en fait. Et pour moi, il y a vraiment le respect de ce qui est à côté. On peut en avoir peur, mais ça n'empêche pas qu'on peut respecter. Ouais, tout à fait. Bah, c'est même la base. Si on est, pas le cas pour tout le monde. Si on est respectueux, je pense, avec ce genre de choses, c'est généralement comme ça qu'on peut avoir des bricoles un peu désagrégeantes, quoi. On est toujours sur la maison de ton grand-père. Tu nous expliques qu'il était au courant que sa maison était habitée. Et tu nous dis aussi qu'il a perdu sa femme. Oui. Est-ce que tu penses que ces entités ont pu l'aider à vaincre cette solitude? Parce que je pense que ça n'a pas été un moment simple de sa vie. Tassette, donc ma grand-mère, on l'appelait comme ça, c'était un être assez extraordinaire en fait. Elle était assez perchée, côté très bohème, un peu comme ma mère en fait. On a ce côté un peu, un peu hors norme, on va dire. Et effectivement, je pense que quand elle est morte, ça a fait un grand vide. Je pense, il ne l'a jamais exprimé, mais il est vraiment rentré en dépression pour le coup, très profonde. Il a arrêté de travailler, enfin voilà, c'était vraiment... il a écrit un livre d'ailleurs qui parlait de sa douleur, qui a été édité après. Je pense oui, parce que dans la maison, effectivement, elle était habitée, il n'en avait pas peur. Il y avait des bruits, il y avait des voix, il y avait des lumières, il y avait... C'était une maison qui était habitée, c'était des présences. Après, je ne pense pas qu'il ait cherché, lui, plus que ça, à entrer en contact avec l'une ou l'autre entité qui était là. On savait que dans l'escalier, il y avait le fameux bruit dont je parle, que ma grand-mère avait entendu, là, le gros éternuement. Et voilà, pour nous, c'était le maréchal qui était enrhumé. Et ils l'ont entendu plusieurs fois. Donc voilà, à part... identifié comme ça, mais il n'y a pas eu d'enquête paranormale, tu vois, ou de choses comme ça. Il a juste vécu effectivement en harmonie. Alors après, peut-être qu'effectivement, il s'est senti moins seul, puisque quand il parlait à maman de ça et qu'elle s'inquiétait pour lui, il disait que pour lui, c'était des amis, tu vois. Donc en quelque sorte, oui, je pense qu'il était moins seul dans cette maison. Après, il n'a pas eu de relation amicale ou, tout à fait. ou personnelle, tu vois, avec eux, quoi. Donc il y avait quand même un petit peu un accompagnement. Pour qu'il le considère comme ses amis quand même, c'est qu'il y avait une relation de bonne entente. Oui, voilà, respectueuse encore une fois. Oui, tout à fait. Donc d'ailleurs, vous pouvez découvrir tout ça sur le podcast de Juliette. Hein. Elle raconte encore mieux que ici, bien évidemment, parce que c'est mis en scène, il y a du son, il y a de la musique. C'est de la fiction sonore, un voyage. C'est très sympathique, donc allez écouter, franchement, ça vaut le détour. Et du coup, toujours à cette période, c'est là où tu as commencé à écrire, dans la maison de ton grand-père. Est-ce que ça t'a aidé à développer ta créativité, d'avoir du surnaturel autour de toi, ou c'est juste tout simplement le fait d'être dans cette maison, ou tout simplement toi qui étais voué à faire ça? Comment tu le vois? Je pense pas que ça m'ait aidé plus que ça. Je pense que c'était juste moi, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de sortir des choses. On a toujours eu une famille très artistique. Hein. Ma sœur peint, ma sœur fait du cinéma, mon autre sœur. On a toujours fait des choses. Maman créait, elle faisait des créations, des sculptures avec des coquillages. Enfin voilà, on a toujours eu dans la maison du plâtre, des sculptures commencées. Mon grand-père, je te disais, avait écrit par rapport à la perte de sa femme. Donc j'ai toujours vécu en fait dans cette espèce de bain artistique
où on écoutait en fait cette fibre de ressenti qu'on pouvait avoir sur le monde, et on avait besoin de le sortir par le canal d'expression qui était chacun le nôtre. Moi, ça a été d'abord l'écriture, paradoxalement. Donc, quand j'avais 12 ans, je me souviens, j'étais avec ma petite machine à écrire et mon grand chapeau, et j'écrivais des romans. Bon, ça me fait rire maintenant quand je les relis, parce que j'avais une vision complètement idyllique du monde. Mais c'était là. J'avais besoin d'écrire, j'adorais ça en fait, le bruit de la machine à écrire dehors. Et puis après, j'étais plutôt partie sur la musique pendant longtemps. Alors, il y avait quand même l'écriture, puisque j'écrivais mes textes, plutôt en anglais, mais j'écrivais mes chansons. Après, c'était quand même assez limité. Tu vois, une chanson, ça dure 3 minutes, c'est pas un roman, quoi. Oui, tout à fait. Mais j'ai toujours eu ça. J'ai écrit un roman quand j'étais ado. Voilà, donc j'ai eu des périodes comme ça, où l'écriture était là. Mais c'était pas le surnaturel plus que ça, en fait, qui m'a permis d'exprimer, c'était juste en moi et j'avais besoin de le sortir. Après, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir quand même ce contexte global familial et de ressenti m'a aidée quand même, parce que ça t'ouvre une certaine part d'imaginaire, je pense, qui est facilitante, en tout cas pour la créativité. Et par contre, tu as commencé dans un domaine, enfin une thématique qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui, qui parle de surnaturel, quand tu as commencé à écrire. Si je ne me trompe pas, c'était le romantique. Oui. Et pourquoi le romantique déjà? Et comment tu as réussi à trouver ce changement qui t'a permis de basculer justement sur le surnaturel? Alors le surnaturel, par contre, c'était toujours là. Je me souviens, moi, ma littérature préférée, c'était le roman de Stephen King quand j'étais petite. À 12 ans, je me mettais sur la couverture et je lisais Salem et Cimetière. Maintenant, effectivement, j'avais quand même ce côté un peu fleur bleue que j'ai toujours. Peut-être un besoin de positiver le monde et qu'il ne soit pas si dur et si noir. Et puis j'étais petite, donc voilà, c'était... Oui, c'était un peu le côté princesse, peut-être. Ouais, peut-être un peu. Après, le roman que j'ai écrit quand j'étais ado, c'était un roman autour de personnes qui se transformaient en panthères. Et c'était très fantastique pour le coup, mais avec une part de romance. Et tu vois, le roman que je suis en train d'écrire aujourd'hui, c'est dans le fantastique, dans le surnaturel, pour le coup sur une maison hantée. Et il y a quand même une romance aussi. Donc il y a quand même cet aspect qui reste. Tu as gardé l'origine, on va dire. Après, dans mes écrits sur le podcast, mes épisodes, il n'y a pas de romance plus que ça. Enfin, ça peut. Disons que c'est vraiment... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prisme de la rencontre. Entre une personne qui est dans le monde normal et réel et une entité, ou une situation, ou une créature, ou un événement surnaturel. Donc ça peut donner lieu à une romance, pourquoi pas, mais c'est pas le propos. C'est vraiment le côté transformation de la vie réelle et ouverture à quelque chose qu'on ne connaît pas, et comment tu vis cette transformation en fait. Comment tu l'acceptes? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu vois? Oui, tout à fait. C'est complet. C'est pour ça que j'ai pas prévu beaucoup non plus de questions. Parce que j'ai vu que tu aimais bien parler. Donc, tu veux dire que je suis bavarde? Non, j'ai vu. L'avantage, c'est que tu donnes beaucoup de détails, donc ça nous permet de ne pas poser 40 questions. Je te propose du coup de répondre à une question un peu plus ouverte, moins centrée sur toi, toujours sur la maison de ton grand-père. Est-ce que tu penses que du coup la perception du surnaturel peut être héréditaire? Alors, je pense que tu as un terrain plus propice si dans ta famille, tu as eu des cas effectivement de médiumnité avérée. Maintenant, ça reste quand même lié à la personne elle-même et au travail personnel qu'elle fait sur sa perception du monde invisible. Je pense que tu peux avoir des dons. C'est un peu comme les sorcières autrefois. Tu vois, il y avait des sorcières de mère en fille, ou même de père en fille, hein, parce que tu avais aussi des sorciers. Ça restait quand même une question d'acceptation et de choix de la personne à qui on transmettait, de se dire, ok, je prends ce bagage et je le prends pour moi et je le perpétue. Et quelque part, pour la perception du surnaturel, c'est pareil. Tu peux avoir cette perception, elle peut te faire peur, tu peux décider que c'est trop lourd et de ne pas le creuser. Et pour autant, tu as des capacités, en fait. Après, je pense que ça se cultive, ce don-là. Il peut être inné, mais il faut apprendre à le contrôler. Et il faut apprendre aussi à le pousser peut-être plus loin pour aller chercher, justement.
Alors, je sais qu'il y a des médiums innés en fait qui tout de suite voient, tu vois, dans le sixième sens, des choses comme ça arrive. Maintenant, je pense qu'on a tous une certaine part en fait de ressenti possible, mais ça se nourrit aussi avec l'âge, avec les expériences de la vie, et il faut être prêt aussi à le cultiver. À l'accepter. Et à l'accepter, ouais, tout à fait. Donc tu penses que même la personne qui est totalement contre ça, qui dit non, enfin cartésienne tout simplement, qui dit non je n'y crois pas, non ça n'existe pas, serait capable du coup de le développer? Potentiellement oui, sans le forcer bien sûr, il faut que ça vienne d'elle. Mais sur un lieu, oui, potentiellement, ça peut arriver. Nous, on a eu des gens au manoir qui ne croyaient pas du tout à tout ça et qui ont eu des trucs, alors pas forcément des événements horribles, traumatisants avec l'exorciste, hein, comme on a tout de suite en tête, mais même juste un souffle, une présence, quelque chose qui passe et la main dans les cheveux dans la nuit, voilà, ça suffit. Hein. Quelque chose qui leur a peut-être fait remettre en question l'idée. Oui, tout à fait. Okay. Okay. Je pense qu'on a assez parlé de la maison de ton grand-père. D'ailleurs, si vous voulez toujours en savoir plus, le podcast est disponible sur beaucoup de plateformes. Tu le proposes sur YouTube et voilà, de nombreuses plateformes d'écoute. Et sur mon site internet aussi, gratuitement. Ouais. Okay. Donc de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je te propose du coup de passer à un autre moment de ta vie, qui est le manoir, d'ailleurs où nous sommes aujourd'hui. Merci de nous accueillir encore une fois. Hein. On est dans le domaine du coup. Oui. Tu nous expliques du coup dans un autre épisode de ton podcast que ce manoir, c'est le manoir familial où ta mère a vécu, malheureusement qui n'est plus là aujourd'hui. Oui. Donc toi, tu as repris la suite et tu vis toujours dans ce manoir. Déjà, pourquoi ce manoir et pas un autre? Parce que je sais que dans ton podcast, tu expliques que vous avez fait de nombreuses visites avant de trouver le bon. Pourquoi celui-ci? Effectivement, on a passé des années à chercher la quête, le Graal. En fait, quand on a perdu la maison de mon grand-père à Moulins, il en avait deux en fait, mais du coup, par dispute de famille, on les a perdus, ces deux maisons-là. Et effectivement, on s'est retrouvés. Pour nous, c'était hyper important d'avoir un ancrage, une maison en fait, dans lequel on puisse mettre nos souvenirs, notre famille, notre bagage un peu bizarre et de pouvoir s'y poser. Et du coup, mes parents ont commencé à chercher effectivement une maison de maître, château, manoir. Voilà, on a fait le tour de la France tous les week-ends avec toute la famille. Donc on a vu plein de choses, mais on a eu des coups de cœur, mais il n'y avait pas d'accroche en fait, ça se faisait pas. Et ils sont tombés, alors il y a 25 ans maintenant, sur une annonce pour cette maison-là qui était à vendre en fait. Et les gens qui étaient très attachés à la maison et ils la vendaient un peu à contre-cœur, mais parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en occuper. Et ils voulaient plutôt partir sur des choses un peu plus neuves, moins compliquées quoi, à entretenir. Et en fait, dès qu'on a vu la photo, il y a eu un truc, quoi. C'est pour tout le monde. Hein. Alors peut-être pas mon beau-père qui était très cartésien pour le coup, mais nous trois, enfin voilà, ma mère, ma sœur et moi, et voilà, on a eu un truc en voyant la photo. Et quand on est arrivé là, c'était évidence en fait. Même si effectivement, ce que je dis dans le podcast, quand on est arrivé dans la maison, c'était, il n'y avait pas de chauffage, les fenêtres étaient pourries, c'était en plus en plein hiver quand on a visité, ça sentait le renfermé, c'était assez désagréable au niveau de l'humidité. Mais on est arrivé, on avait cette sensation que la maison, c'est vraiment comme une présence humaine en fait. La maison est là, elle t'ouvre les bras, elle te dit viens, c'est pour toi, ta place est là, donc viens. Avec un petit côté désespéré aussi. On sentait que voilà, on pouvait s'y installer, que nos âmes se correspondaient et qu'elle avait besoin d'être prise dans les bras et entretenue et choyée quoi. Et du coup, on a acheté assez vite. Alors après, on y venait la moitié de l'année pour les vacances, dès qu'il faisait beau. Parce que comme il n'y avait pas de chauffage, c'était compliqué. C'est sûr. Le premier Noël ici, je m'en souviens, c'était compliqué, avec les doudounes. Mais voilà, après on a tous les souvenirs d'enfance, on a fait des cabanes dans les arbres, c'était super chouette.
Il y avait les chasseurs aussi qui venaient de temps en temps. Je ne suis pas du tout pour la chasse, mais c'était un domaine, comme c'était un domaine agricole, tout le monde venait en fait. Tout le monde venait donner la main. Voilà, les cousins qui étaient chasseurs venaient se faire un petit civet dans le salon. Enfin, c'est une maison qui était ouverte. Et en fait, quand on a pris cette maison, nous, on avait une grande famille. Mais quand on l'a repris, on a senti vraiment ce besoin de réouvrir, en fait, de plus la laisser fermer juste sur la sphère privée, mais d'essayer de la réouvrir et la faire redécouvrir. Et c'est une maison qui a un impact fou dans le coin. Tout le monde nous en parle. Il y a beaucoup de gens qui sont venus passer des vacances, louer des chambres, en fait, parce qu'ils louaient des chambres au début du siècle. Et du coup, ouais, elle a vraiment un impact important émotionnel, en fait, dans le coin. Donc toi, tu ne te verrais pas aujourd'hui aller ailleurs? Non. Non. Tu pourrais pas la quitter Bah, en fait, on a une relation assez étrange, surtout moi. Je pense moins mon mari, mais moi, quand on a repris à la mort de maman, j'ai pas eu cette sensation de me dire « Ah, ça y est, je suis propriétaire ». Tu vois, non, c'était pas... j'étais plus... on me fait l'honneur d'être le gardien, tu vois, c'est plus ça. Je suis propriétaire, certes, administrativement, pour le temps de ma vie, mais je sais qu'elle a déjà pratiquement 1000 ans, cette maison. Voilà, je suis une parmi toute la succession de propriétaires qu'il y a pu déjà avoir. Par contre, je suis assez heureuse de l'avoir évolué dans le bon sens. Dès qu'on a fini de rénover une pièce, voilà, on sent qu'on avance. Et donc, tu nous expliques aussi dans ton podcast que ce manoir, certes, vous avez eu le coup de cœur, mais il n'y a pas que vous qui vivez dedans. Non. Il y a d'autres personnes. Et ça vous suit, du coup? Ouais. Est-ce que ça vous a aussi... Enfin, vous le saviez déjà en venant pour l'acheter ou pas du tout? Qu'il y avait potentiellement quelqu'un d'autre qui vivait là? On a senti qu'il y avait quelque chose. Mais après, c'est difficile quand tu viens dans des endroits comme ça, même des châteaux. Toi qui fais beaucoup d'exploration, tu le sens en fait quand tu arrives dans des maisons. Alors certes, il y a le poids de l'abandon, mais il y a quand même tout le poids de l'histoire des gens qui ont vécu pendant des centaines d'années peut-être. Donc on a senti ça, on a senti l'histoire, on a senti surtout dans des pierres en granit qui stockent beaucoup les mémoires et les énergies. On a senti qu'il y avait quelque chose. Maintenant, on n'a pas mis le doigt sur voilà, cette entité-là plus qu'une autre, quoi. C'était plus... c'est une maison qui est, qui est chargée. qui a un certain passé, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que ces présences aujourd'hui te font peur, t'aident peut-être, ou se taisent, vivent avec vous, je ne sais pas, comment tu le vois aujourd'hui, comment elles sont présentes, quoi? On est encore en cohabitation, comme on était dans les maisons précédentes en fait. Ça, on l'a gardé. Après, elles se révèlent, souvent c'est assez drôle, aux personnes qui dorment là la première fois, qui viennent, et même des cartésiens. Assez souvent, on a des témoignages après la première nuit, ah, on a une petite visite ou des bruits, voilà, c'est souvent aussi la sensation d'avoir des gens autour du lit qui regardent en fait. Bon, ça de toute façon j'en ai parlé longuement effectivement dans le podcast, hein, de silhouettes qui traversent la pièce. Donc c'est pas méchant, c'est plutôt juste curieux. Voilà. Peut-être que les entités de ton manoir ont envie de connaître un peu plus les gens qui viennent dormir sous leur toit. Elles sont assez accueillantes en fait. Aussi, ça peut être vu comme ça. Mais c'est vrai qu'en étant réveillé à 2 h du matin, comme tu ça... le vois pas comme ça. Voilà, ça peut être un peu différent. Après, oui, on les voit encore régulièrement. Moi, un peu moins, parce que la partie dans laquelle on habite, qui est la partie la plus ancienne, paradoxalement, est moins habitée, qui est notre partie où on habite nous. Elle est plus calme, en fait. Il y a plutôt des énergies et des sources en dessous, mais à part ça, il n'y a pas de présence plus que ça. Par contre, dans le manoir, je sais que voilà, mon mari et mon beau-père font les travaux pour rénover, et c'était quand il y a 3 semaines de ça, ils ont entendu une voix qui était en train de psalmodier à côté d'eux pendant qu'ils travaillaient. Donc il y a encore des choses en fait. Moi j'ai eu assez tôt, en fait, je faisais de la musique dans le salon, et du coup il y a eu une entité Enfin, moi je l'ai vue comme une servante assez forte, qui aimait bien la musique. Et ça a été confirmé d'ailleurs par ma cousine qui est venue plus tard, à qui j'en avais pas parlé, et qui a eu le même ressenti que moi dans la même pièce en fait. Et puis après j'ai eu des flashs. Pour le coup je suis pas clairvoyante, mais j'ai eu des flashs de vision rapide. Je pense que c'est peut-être plus des mémoires que j'ai croisées en fait dans la maison, de personnalités fortes qui ont vécu là.
ou de moments en fait intenses. Voilà. Mais après, elles ne sont pas dérangeantes, on vit les uns à côté des autres. Encore une fois, on n'a pas été dérangés ou attaqués. C'est juste un peu gênant pour les travaux des fois parce qu'il y a des présences enfantines et du coup, ils font pas mal de farces. Et ça, bon, moi je ne fais pas les travaux, donc je rigole doucement à côté. Mais ceux qui sont concernés le rient moins. Ils perdent un peu de temps, voilà, mais après, ça fait partie des choses. Hein. C'est pas... Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Je crois que c'est Véronique du château de Fougeray qui en parlait aussi pas mal, où elle avait, pareil, en fait, des présences enfantines. C'est quelque chose qui revient assez, en fait, ce côté un peu blague de cacher des outils. Ou... Tout à fait. Voilà, j'allais le préciser, que c'était effectivement des outils qui pouvaient disparaître. Voilà, et d'ailleurs, tu l'expliques très bien dans ton podcast. Et du coup, le fait qu'il y ait tout le temps du monde autour de vous, ça te dérange pas? T'as pas envie parfois de te retrouver toute seule, d'avoir un moment un peu de couper du monde et dire je veux plus qu'il y ait personne dans cette maison et j'aimerais être toute seule? En fait, c'est pas tout le temps, c'est par moment. On a des très longs moments de vie sans problème. Hein. Heureusement, c'est pas en permanence avec quelqu'un qui te suit et qui regarde tout ce que tu fais, parce que là, ça serait juste pas gérable. Maintenant, quand on est confronté ou qu'on se croise, on se croise, hein, c'est pas... Voilà. Donc non, on arrive tout à fait à vivre. Par contre, je sais qu'il y a des personnes qui sont venues au manoir qui ont plus de sensibilité et qui ont mal vécu soit la première nuit, soit qui sont restées, et là c'est plus, je dirais, plus d'un côté énergétique, parce que c'est une maison qui est assez forte en énergie. Il y a des matériaux dans le sol, des roches en fait aussi qui sont présentes dans le sol et qui émettent une certaine énergie. Il y a des sources aussi, il y a pas mal de choses. Je sais qu'il y a... Voilà. On sait en fait les personnes qui viennent dormir et qui sont sensibles, parce que généralement elles ne dorment pas en fait. Elles ont le côté... plusieurs nous ont fait cette image nous ont parlé de cette image d'être sur une prise électrique en fait. C'est pas douloureux, mais c'est juste que tu es... submergé. Voilà, submergé d'énergie, donc tu peux pas dormir en fait. Dans ton podcast, tu nous expliques que ta mère était seule à un moment dans le manoir et qu'elle ne souhaitait plus être dérangée par les entités. Est-ce que toi, tu arrives à faire la même chose, par exemple, à dire justement ne me dérangez plus si jamais tu penses qu'elle te dérange? Parce que tu nous expliquais que ta mère, des fois, était un peu surmenée par ces dernières et était capable de leur dire justement de s'arrêter. Je pense que maman était plus... Elle avait plus de ressenti que moi. Elle aurait presque pu être médium, maman, en fait, je pense. Mais elle ne l'a jamais creusé parce qu'elle en avait une peur bleue. Après, le moment dont je parle dans le podcast, c'est un moment assez dur pour elle, parce que quand mon beau-père est mort en 2009, elle a plongé. Alors, c'était déjà assez sombre et dépressive un peu, mais alors ça a été assez terrible. Et ce moment-là, elle est toute seule, effectivement, en plein hiver avec son chien, et elle est en plein désespoir. Hein. Et elle entend effectivement des pas très lourds au-dessus d'elle, sa radio qui s'allume à côté d'elle, et elle tape du poing vraiment et elle dit stop, quoi, arrêtez, ça me fait peur, je ne veux plus vous entendre, et ça s'arrête. Moi, je pense en tout cas quand elle nous en parlait qu'il y a quand même ce respect des deux côtés et que peut-être les entités ne se rendaient pas compte que c'était plus peut-être un besoin de communiquer, d'entrer en contact, ce qui a eu lieu puisque finalement elle les avait entendus. Mais le fait que ça lui ait fait peur a été entendu et elles ont arrêté en tout cas. Mais en tout cas, elle entendait plus de choses que moi j'entends. Mais parce que je creuse pas plus que ça. En fait, je laisse venir ce qui vient. Après, je vois quand même que plus je reste dans cette maison et plus j'entends, plus je ressens, plus je creuse en fait ce côté de connexion à l'invisible. Après, du coup, comme je suis moins... comment dire, moins sensible peut-être qu'elle, j'en ai moins peur aussi. On n'a jamais eu Moi, j'ai jamais entendu de pas très lourd comme ça, en fait. On a plus eu effectivement la présence dans notre chambre quand mon petit garçon est né, dont je parle en fait dans le podcast, où là on a entendu vraiment chut, avec le c'est papa aussi, comme ça murmurer dans la chambre. Donc là, il y avait une vraie présence. Mais elle ne nous a pas dérangé plus que ça. On a pris notre fils avec nous et elle n'a pas été non plus là toutes les nuits après, quoi. C'était juste par moment. Après, j'en avais pas peur en fait. C'est assez dur à expliquer parce qu'effectivement, comme ça, quand j'en parle, ça fait un peu peur. Mais
Mais je savais au fond de moi qu'il n'y avait rien de méchant, en fait. D'accord. Tu fais parfaitement la transition avec la suite parce que justement, bah, tu expliquais aussi dans ton podcast qu'il y avait une entité qui venait autour de ton fils à sa naissance. Et est-ce que, bah, donc tu disais que tu n'en avais pas peur, mais est-ce que ça aurait pu être malveillant pour lui? Ça aurait pu, oui, tout à fait. Ça aurait pu. Alors, en plus, moi, ce qui m'a fait un peu peur, c'est parce qu'on s'est quand même posé des questions. Dans cette chambre-là, il n'y avait jamais rien eu, parce que c'était la chambre de ma sœur avant, elle n'a jamais rien entendu. Elle est cartésienne, mais elle est quand même sensible et capable d'entendre des choses. Et elle n'a jamais rien eu. Et effectivement, cette présence s'est révélée au moment où moi je suis tombée enceinte et qu'on a vécu dans cette chambre, et après la naissance de mon bébé. Et du coup, quand on a entendu ça, on s'est quand même posé des questions pour se dire bah, c'est bizarre, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui se passe quoi. Et en fait, en faisant des recherches, en posant des questions aux anciens propriétaires, en regardant, on a vu effectivement et on a découvert que la chambre était celle d'une vieille fille, en gros, hein, une fille au 19e siècle en fait, qui habitait là, qui n'a pas été mariée, donc peut-être en mal d'enfant en fait. Donc quelque part. Alors, ça faisait un petit peu peur parce qu'on se dit mal d'enfant, voilà, si on se rapporte à une vraie personne, ça peut déclencher des choses un peu dures où il y a eu des enlèvements d'enfants, tu vois, par exemple, de femmes comme ça qui n'arrivaient pas à le gérer. Mais comme ça n'a jamais été plus loin, il y a eu quelques moments où on l'a entendu, mais elle n'était pas là toutes les nuits, tu vois, on n'était pas dérangés non plus. On a eu peut-être plus pitié en fait, tu vois, qu'autre chose. On était plus à partager son chagrin en fait, quelque part. Ok. Du coup, de ce fait, n'as-tu pas eu une forme de jalousie de cette entité, vu que tu étais la mère de ton fils et qu'elle, en quelque sorte, prenait aussi ce rôle, mais du côté surnaturel? Est-ce qu'il y avait une entente entre vous deux? Comment tu l'as vécu? Non, j'ai pas eu de sensation de jalousie, ça n'a pas été jusque-là. Après, plutôt de protection par rapport à mon fils, parce que voilà, je voulais pas que ça prenne des proportions. Alors, ce qui est assez drôle, en fait, c'est ce dont tu me parles, je l'ai mis dans mon roman, en fait. Parce que ce personnage, par contre, m'a quand même marqué et ça m'a inspiré mon roman, en fait. C'est vraiment... alors, j'ai pas mis le nom de la maison, je l'ai changé, mais il y a... En fait, l'intrigue principale, elle m'est venue justement de cette situation d'une femme qui est en mal d'enfant et qui s'approprie en fait le bébé d'une autre, quoi. Donc, je l'ai vécu, mais en... Voilà. Et tu vas pas trop en dire pour pas non plus donner trop d'indices. Oui, tout à fait. Ouais. C'est compréhensible. Il n'y a pas que ça dans le roman, donc ça va. Non, mais comme ça, au moins, le suspense est complet. Ouais. Est-ce que tu penses connaître toutes les entités de ton manoir? Alors, on en a identifié. Je parlais justement de cette fameuse Eugénie qui vivait dans notre chambre. On a eu une personnalité... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le manoir, la famille qui le détenait avait plein d'autres possessions. C'était une famille, alors ce qui n'était pas de la grande noblesse, mais dans le coin, ils avaient plein de possessions, jusqu'à un petit peu au-dessus, même dans les Côtes d'Armor. Ils avaient plein de châteaux, de manoirs, voilà. Nous, la maison, elle n'était pas, à partir du 19e, ça a été plutôt, pendant très longtemps, voire des siècles, une maison qui était utilisée plutôt pour soit les malades, soit les naissances, en fait. Ça nous a marqué parce que quand on a fait des recherches généalogiques, il y a eu beaucoup d'actes de décès, de mort-nés ou de naissances malheureuses. Mais par contre, on sait qu'il y a eu un homme qui s'appelait... parce que du coup, il ne faut pas que je donne le nom de la famille, parce que je ne veux pas non plus que tout le monde vienne. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu un personnage en fait, assez emblématique dans le coin, qui faisait partie de cette famille-là, qui a été le gouverneur de la petite ville qui est à côté, et qui a vécu dans le manoir. Et moi, je pense l'avoir croisé, j'en parle justement dans l'épisode, en fait, en pleine nuit. Il avait la même, en tout cas une tenue de cette époque-là, donc je ne sais pas si c'est lui, mais peut-être. Grande ressemblance du moins. Ouais. Après, c'est pareil, j'en parle aussi, mais la maison a été assez marquée pendant toute la période de fin 17e, 18e, parce qu'ils étaient protestants. Et protestants durs. C'était vraiment comme on voit dans le festin de Babette, en fait, tu vois, où
montre pas de joie en fait dans la vie, on est très austère. Donc c'était plutôt ce côté de protestantisme-là. Ils avaient un temple caché, secret, parce qu'il y avait une chapelle avant mais qui a été détruite. Et du coup, quand ils sont passés en protestants, ils ont construit un temple clandestin à 2 km d'ici. Donc ils allaient à pied, tu vois, pour prier là-bas parce que c'était interdit, il fallait pas. C'était presque sectaire au final. Oui, complètement, ouais. Et ils ont perdu la maison en fait quand ils ont refusé en fait de renier leur religion et de repasser au catholicisme. Donc ils ont émigré en fait, ils sont partis en Angleterre. Et toute cette période-là, elle a vraiment marqué la maison en fait. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure il y a 3 semaines, ils ont entendu une voix qui psalmodiait, c'était ça. C'était plutôt prière, prière assez sombre, voilà. Donc après, je ne peux pas dire que c'est une personne en particulier avec un prénom, mais il y a ce côté qui a marqué la maison en tout cas. Quand on entend la vision des choses, on a l'impression que c'est un peu sombre, donc peut-être on pourrait se dire que ça pourrait être dangereux. Non, en fait, on a plus le sentiment que c'est des mémoires en fait, tu vois. C'est pas forcément, sauf Eugénie effectivement dans notre chambre, là c'était vraiment, il y a eu une interaction où elle a parlé et on l'a entendu. Et elle a même dit chut plusieurs fois dans l'escalier quand on faisait trop de bruit et qu'on montait, parce qu'elle ne voulait pas qu'on dérange. C'est vraiment ce sentiment-là. Là, les autres, moi quand j'ai croisé ce fameux homme en tenue en plein milieu de la nuit, ou mon beau-père quand il a entendu, ou le flash que j'ai eu en bas, c'était plutôt des mémoires, je pense. Parce qu'il y a cette différence-là, tu as les entités, puis tu as aussi des moments de vie qui ont été stockés dans les pierres, en fait, et qui ressortent, quoi, et que tu croises. Donc c'est plus comme des souvenirs, en fait, un peu stockés. Tu nous l'as un peu dit plus tôt, mais est-ce que tu cherches à entrer en contact ou pas du tout? Parce que tu disais que tu prenais comme ça venait. Effectivement, je ne cherche pas à rentrer en contact, mais ça m'interpelle. Et je le disais tout à l'heure, plus ça va et plus je suis sensible, en fait. Je pense que c'est un peu comme le vélo. Plus tu pratiques ou un sport, tu vois, tu deviens meilleur et voilà. J'ai un peu cette sensation-là une fois que j'ai ouvert la porte, même entrouverte en fait, plus ça prend de la place. Alors il y a peut-être aussi le fait que je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là et qui me partagent des témoignages. Moi j'en vis aussi dans cette maison-là. Mais tu vois, je sens que mes ressentis, en tout cas, s'affinent et deviennent plus précis. Avant, ça m'arrivait en fait d'avoir comment dire, tu vois, de rentrer dans une maison abandonnée et d'avoir cette sensation d'oppression ou de pesanteur dont tu parlais toi aussi sur certaines explorations. Là, il n'y a pas longtemps, on est allé dans une petite cité de caractère en Bretagne et en fait, c'est la première fois vraiment où, en passant devant une maison, je me suis arrêtée, mais vraiment figée, en fait, et je savais qu'il y avait quelqu'un dedans, quoi. Et j'ai pas eu des cas aussi flagrants que ça par le passé. Donc je pense que plus je creuse, même sans le vouloir, en fait, voilà, ça s'ouvre. Donc peut-être que à terme, soit ça viendra tout seul, soit il faudra que je me documente ou je me forme aussi peut-être pour aller creuser ça de la bonne façon, sans me laisser déborder. Pour l'instant, j'en ressens pas le besoin, mais je me dis peut-être. Voilà. D'accord. Donc tu as quand même une envie d'aller plus loin. Je sens qu'il y a quelque chose derrière la porte quand même. Et du coup, pour se recentrer un petit peu et revenir vraiment sur ton manoir, oui. Comment vois-tu l'avenir dans ton manoir? Alors, le manoir, parce qu'on avait fait une séance avec une médium de maison, ça existe, hein, une médium spécialisée dans l'âme des maisons. C'était hyper intéressant, parce que du coup, elle nous avait parlé vachement de l'histoire du manoir. Ça a recoupé plein de choses, en fait, qu'on avait, nous, lues, mais voilà. Ce qu'elle nous disait, et c'est assez drôle, c'est que cette maison, elle est particulièrement faite pour accompagner tout ce qui est création artistique. Voilà. Et tu vois, on est un peu en plein dedans. C'était la maison pour vous. C'est ça, tout à fait. Donc je pense qu'effectivement, nous, dans le futur, ce qu'on voudrait faire, c'est plutôt l'ouvrir, ça j'en parlais, de réouvrir en fait aux autres. Peut-être pour des visites, des choses comme ça, peut-être le parc plutôt, parce qu'on est en train d'en faire un jardin remarquable, en tout cas on essaye de le travailler. Je pense pas qu'on irait faire des choses un peu comme ce qu'on voit à Fougeray ou dans d'autres endroits, parce que de toute façon on n'a pas autant de fantômes que ce qu'ils peuvent avoir. Et puis on recherche pas ça. Je pense pas que la maison le souhaiterait en fait.
Par contre, ouais, ouvrir des chambres d'hôtes, ça c'est un projet qu'on a. Et puis surtout, je pense peut-être faire des choses autour du bien-être pour les gens, tu vois, plutôt pour qu'ils aillent mieux, qu'ils se sentent bien, ou qu'ils puissent chercher peut-être quand même, sans aller faire de la chasse aux fantômes, mais plutôt de pouvoir creuser ce côté connexion à l'invisible, tu vois, mais tout en respect. Voilà. Okay. Et puis des résidences d'artistes, ça je pense que ça serait pas mal pour la maison, elle aimerait bien. Donc ça dans le manoir en tout cas, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Ouais. Ok, donc c'est votre vision long terme au final. Ouais, tout à fait. Et donc pour un peu conclure sur le côté donc, maison vraiment, qui peuvent être habitées, si demain quelqu'un vient à découvrir que dans sa maison il y a une entité, ouais. Quel conseil aurais-tu à lui donner pour qu'il puisse prendre ça, pas vraiment le prendre, mais comment il pourrait l'accepter, l'encaisser, tout ça? Bah après, tout dépend de l'entité et de comment ça se passe. Si c'est un contact un peu comme nous, ce qu'on a, bienveillant et de rencontre, ça dépend si la personne a envie de creuser ou si ça la dérange, si c'est vraiment déroutant, quoi. Après, si ça prend trop de place, il y a des gens qui permettent de nettoyer les maisons, hein, de certaines âmes ou certaines énergies. Ça peut être aussi des traumatismes que la maison a vécu, en fait. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans une maison, on ne sait pas ce qu'elle a vécu avant, en fait. Nous, je sais qu'on a beaucoup creusé, on a cherché sur les sites de généalogie, tu peux trouver les anciens propriétaires. Ça peut valoir le coup aussi de poser des questions dans le secteur, parce que les maisons ne sont jamais complètement coupées du secteur autour. Et en fait, nous, on a eu pas mal de témoignages ou d'éléments sur le passé de la maison en posant des questions autour. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça te permet d'en savoir un peu plus. Et d'expliquer aussi peut-être ce que tu peux rencontrer. Puis après, si c'est violent, je te dis, donc il y a le nettoyage, et puis il y a, encore une fois, le respect, toujours, hein, de se dire... Moi, en tout cas, c'est comme... Pardon. C'est comme ça que je le vois, c'est une personne qui est en face de moi. Donc comment est-ce que j'aurais envie, moi, de la traiter, tu vois, ou me mettre à sa place. Ça a été sa maison, peut-être que cette personne, entité, elle est un peu perdue, en fait, elle ne sait pas ce qui arrive. Enfin, tu vois, si tu te mets un peu à sa place d'avoir des intrus qui rentrent chez elle et qui s'installent, on peut comprendre. Donc après, il faut réussir à effectivement communiquer, peut-être. Il y a des enquêteurs aussi qui peuvent permettre de confirmer s'il y a vraiment une présence ou pas. Et puis, voilà, en restant en respect, il y a des médiums aussi qui sont là pour aider, pourquoi pas. C'est intéressant, ça permet aux gens de peut-être avoir des solutions. Il ne faut pas rester seul, en tout cas, je pense, avec ça. Donc maintenant, on va clôturer un peu sur le manoir. Je pense, on a bien fait le tour, et puis au pire, il y a ton podcast qui en parle encore plus en détail. On ouvrira les portes, les gens pourront venir. Voilà, c'est ça. Donc à long terme, oui. Les gens pourront découvrir vraiment l'histoire sur place. Et avoir un petit coucou dans la nuit. Tout à fait. Et donc pour l'après, donc là on n'est pas sur l'après du manoir, mais vraiment l'après pour toi. Oui. Vers où souhaiterais-tu aller d'un point de vue créativité? Alors en fait, moi dans mes projets, donc j'ai le roman dont je parlais, qui me tient depuis longtemps, parce que ça fait bien 2 ans et demi que je suis dessus. En fait, j'avais fait une première version et là, je suis sur la 10e réécriture, un truc comme ça, mais la profonde réécriture, pour le coup, parce que je l'ai bien laissé mûrir. J'ai évolué, moi aussi, avec l'écriture de toutes mes histoires, des témoignages aussi que j'ai eus. Voilà, donc j'ai pas mal avancé, mûri, grandi, et du coup, j'ai repris tout le roman et je suis en train de le mener plus loin que sa première version, donc c'est assez intéressant. Donc ça, j'aime bien. Je pense que je l'ai fait... Alors, de façon un peu intuitive, mais on pourrait assez facilement en faire d'autres volumes après derrière, puisque les personnages qui sont dedans et la maison en fait, qui sont le centre de ce roman, pourraient après très facilement en fait avoir d'autres volets de cette histoire. Donc roman, je pense que ouais, c'est quelque chose qui me plaît. Je l'ai découvert sur le tard, hein, ça fait pas longtemps, mais ça me tient et c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le côté ouverture au paranormal. En fait, l'écriture, une fois que tu écoutes, maintenant j'écris en fait. Je me limite plus. Donc ça, en tout cas, je pense que l'écriture va rester. D'accord. Après, je ne vais pas forcément me limiter qu'au paranormal. Parce que comme chacun de nous, on a tous des sensibilités différentes. Moi, il y a le paranormal, mais il y a aussi la nature, l'émerveillement sur la nature.
qui est très important pour moi. Et je vais essayer de trouver, là je travaille sur des projets en fait actuellement, de projets audio aussi, mais pour d'autres gens, d'autres entreprises en fait, autour de ça, autour de la nature. Là je travaille sur un projet autour du Marais de la Brière par exemple. D'accord. Voilà, donc ça je vais le conserver. J'aimerais bien faire un podcast enfant aussi, ça me titille. J'ai quelques petites histoires aussi déjà. Alors ce sera moins sombre, hein, parce que C'est sûr. on peut éduquer nos chères têtes blondes au paranormal dès le plus jeune âge, mais on va peut-être y aller mollo. Donc non, ouais, mais en tout cas ça me plairait bien de faire ça. Et puis ce que j'aime bien faire, c'est raconter mes histoires en vrai aussi. Et du coup là j'ai un projet qu'on est en train de monter avec des amis en fait, voilà, de pouvoir aller raconter les histoires un peu comme du podcast live en fait, avec les bruitages et l'ambiance sonore, mais plus simple. Et puis de l'axer sur un concert après, puisque j'ai un trio vocal aussi à côté. Et du coup de faire un peu les deux. Voilà. Là, on ne l'a pas forcément très détaillé, mais tu chantes aussi. Oui. Et notamment à la fin de tes épisodes de podcast, à chaque fois, on découvre une nouvelle musique. Alors parfois, qui n'est pas interprétée par toi. C'est rare, ouais. Il y a une fois où j'avais effectivement voulu mettre en avant Rosabelle Lord, dont j'aime beaucoup l'univers. Généralement, c'est moi. Pas tout le temps, je chante pas tout le temps non plus. Il y a eu 2 épisodes sur lesquels j'ai pas fait de chanson de fin parce que j'en voyais pas le besoin. En fait, le concept qui m'est venu au départ, c'était vraiment comme, encore une fois, c'est mes 2 canaux d'expression artistique. Outre le côté très mis en ambiance sonore et musicale de l'épisode lui-même, il y a le côté musical d'une reprise à la fin. Parce que ça m'intéressait le côté, il y a une histoire avec un thème, des personnages, on parle de choses, ça peut être de l'amour, ça peut être de la peur, un amour un peu obsessionnel par-delà la mort, tu vois, des choses comme ça. Et de pouvoir l'avoir aussi pour éclairer différemment l'histoire avec une chanson, en fait, qui parle un peu du même thème, mais avec d'autres mots. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve effectivement sur le podcast. Et ça, c'est effectivement assez apprécié, en tout cas les gens qui me font des retours apprécient bien cette dualité-là qu'on ne voit pas souvent. C'est sûr. Je vais la garder. Donc plein de projets, ça n'arrête pas. Donc, je te propose désormais de passer au moment libre. Donc Ouais. c'est un moment où c'est toi qui décides de partager donc avec tout le monde qui pourrait nous regarder ce que tu as envie de partager. Donc ça peut être une histoire, une anecdote, un souvenir. Donc on te laisse la liberté. En fait, moi j'ai envie de parler de cet endroit-là. Je ne sais pas si on le voit bien en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le puits aux fées. C'est une petite source en fait qui est en dessous et qui est toujours là. Bon là on la voit pas trop parce que c'est l'été, mais si on creuse bien sous les feuilles, il y a de l'eau, il y a de la terre. Et quand je disais en fait tout à l'heure que la nature était importante pour moi, il y a ce côté de connexion à l'énergie. Moi c'est un lieu en fait dans lequel je me sens super bien. Cette espèce d'arène de verdure dans lequel tu te poses. Tu as juste à fermer les yeux, tu as le son du vent qui passe, les oiseaux. Et ça, à côté, alors moi, je sais pas, il y a une énergie en fait là-dedans. J'ai jamais vu de fée, mais... C'est très, très local. Les fées, c'est... Ouais. Ah, t'en as quand même un peu partout, hein, des fées, mais ouais. En Bretagne, généralement, c'est un peu quand même la région où on retrouve... Les farfadets, les corrigans. Très bien. C'est un bois habité en fait aussi, hein, mais pas forcément, tu vois, habité par des entités ou des choses comme ça, mais il y a une connexion en fait qui se fait où, tu vois, je pourrais venir là, me poser avec mon carnet et écrire, quoi. Tu vois, encore une fois, cette connexion, en fait, j'en ai besoin. Et plus ça va, plus le côté citadin me convient moins, en fait. Donc j'ai vraiment besoin je suis dans la vie normale, hein, tu vois, j'ai un boulot comme tout le monde, mais ce côté connexion qu'on a trouvé ici, il est vraiment super important et c'est vraiment ça, je pense, que je vais faire perdurer et qui va me nourrir en fait. Voilà. Il y a une question qui me revient quand même pour conclure. Aimerais-tu vivre de tes créations? Aimerais-tu quitter ton travail actuel et pouvoir vivre pleinement de ce que tu fais? Oh oui, ça oui. Après, malheureusement, c'est assez compliqué en fait de vivre complètement de ses créations et de l'art en fait. Hein. C'est pas,
Surtout, en fait, le milieu du podcast n'est pas très propice à ça. Après, moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est surtout d'être écoutée, d'avoir des commentaires, des retours. C'est assez compliqué sur le podcast parce que je pense que c'est peut-être un peu pareil pour toi aussi sur la chaîne. Tu vois pas les gens qui sont en face. C'est ça. C'est pas comme un concert où tu as les gens en face de toi et tu partages ton énergie avec eux. Bah là, non. C'est un média qui est assez froid finalement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quelle plateforme principale? Alors moi, je suis pas mal sur LinkedIn pour le côté relations professionnelles. Parce que c'est vrai que j'ai des vrais comédiens qui sont dans mes épisodes, hein. Ça c'est une de mes particularités aussi. C'est pas des voix que je fais moi, il y a un vrai travail de casting sur chaque épisode avec un choix de comédien qui va défendre l'épisode. Donc ça c'est plutôt sur LinkedIn, mais aussi de connexion de projets éventuels. Sur Instagram, on me retrouve beaucoup sur Instagram, c'est plutôt ma plateforme. Moins que YouTube, je suis moins à l'aise. Et puis par mail, après je suis toujours dispo et je parle autant sur les réseaux que ça fait beaucoup rire les gens parce que je suis vraiment comme je suis là en fait. Au moins c'est authentique. Oui, voilà, tout à fait. Très bien, voilà. Donc, de toute façon, on mettra tous tes liens dans la description, tout ce que tu veux partager, ce sera marqué. Donc voilà, donc je propose qu'on conclue là. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras aimé répondre à les questions, qu'on ne t'aura pas importuné. Non, pas du tout. Donc voilà, donc en tout cas, si de rien, merci à toi surtout de nous accueillir parce qu'on est quand même chez toi. Et du coup, si ce premier épisode donc, de ce nouveau format vous a plu, vous pouvez totalement vous abonner. Aussi aller découvrir Juliette Dargan sur ses différents réseaux sociaux. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures.